Voilà, on y va. Alors, exercice 19. Soit deux plans infinis parallèles et chargés en surface avec des densités respectives de sigma et sigma, sigma négatif. Pour une fois, on va avoir à appliquer le théorème de Gauss avec une densité de charge qui n'est pas positive. Premièrement, déterminer le champ électrique E dans les régions A, B et C. Deuxièmement, on applique un dipôle successivement dans les trois régions avec une orientation arbitraire θ. Petit a déterminé en fonction de sigma, θ et P l'énergie potentielle du dipôle dans chacune des trois régions. Et petit b, en déduire, bonjour, en déduire pour chaque région les positions d'équilibre stable et instable. Alors voilà, je vous ai mis des remarques. Alors, d'abord, je vous rappelle que la densité de charge ici est négative. Je vous rappelle que le cas du plan infini est traité en cours. Est-ce que c'est le cas? Vous pouvez me le confirmer? Ça a été traité en cours. Ça nous permettra d'aller plus vite si c'est le cas. D'accord. Et troisième remarque, eh bien, on va appliquer le théorème de Gauss et le principe de superposition, c'est-à-dire qu'on va faire comme si chacun des plans était tout seul. On calcule le champ qu'il crée et après, on additionne les deux contributions au champ. Alors, on y va. Calcul du champ. Alors, je vous rappelle que dans l'application du théorème de Gauss, il y a 5 étapes. D'abord, la direction du champ, ensuite, le choix de la surface de Gauss, le calcul du flux, le calcul des charges enfermées à l'intérieur de la surface de Gauss et application du théorème de Gauss en dernier. Alors, on y va pour la première étape, direction des champs. Alors, je vous ai fait deux dessins, d'accord? On fait comme si le plan du haut existait tout seul. Ensuite, on fait comme si le plan du bas existait tout seul et on regarde quelles sont les directions du champ. Alors, vous avez déjà traité ça en cours. Vous avez vu que pour des raisons de symétrie, le champ est perpendiculaire au plan. Alors ici, il sera de sens attractif puisque la densité de charge est négative pour les deux plans. D'accord? Donc le champ E1, il va être, excusez-moi, le champ E1, il va être orienté vers, non, non, j'ai pas le corona. Alors, le champ E1 va être attractif, donc orienté vers le bas pour les régions qui sont au-dessus du plan et vers le haut pour les régions qui sont en dessous du plan. D'accord? Donc, E1 est orienté comme ça. Maintenant, E2, je vais faire comme si le plan du bas existait tout seul et que le plan du haut n'existait pas. Donc, le champ va être attractif, donc orienté vers le bas, donc vers le plan pour toutes les régions qui sont au-dessus du plan et vers le haut pour toutes les régions qui sont en dessous du plan. D'accord? Donc, direction du champ, perpendiculaire des champs, les champs E1 et E2, donc perpendiculaire au plan et de sens attractif puisque sigma est négatif. Alors, les surfaces de Gauss, ça va être des cylindres d'axe perpendiculaire au plan
et de base S. Alors, je vais peut-être vous montrer un autre dessin. Non, non, je ne l'ai pas ici. Alors, voilà le cas du plan infini uniformément chargé. Alors, voilà, on avait la direction du champ, sauf que ici, dans notre cas, sigma étant négatif, le champ est orienté vers le plan. S'il vous plaît, Metchkan, vous éteignez votre micro. Je vous entends. Merci. Alors, voilà. Donc, le choix de la surface de Gauss, on a dit qu'on allait prendre comme surface de Gauss un cylindre qui va traverser le plan. D'accord? Donc, il va avoir de base S1 et S2. D'accord? Une hauteur, si je cherche le champ en un point M qui se trouve à la distance R du plan, ben, ce sera la hauteur du cylindre, ce sera 2R, puisque ça me permettra d'avoir le champ non seulement au-dessus, mais pour un point M qui se trouverait en dessous à la même distance petit r. D'accord? Donc ma surface de Gauss. C'est ce cylindre en pointillé. Alors, le calcul du flux, eh bien, le flux à travers ce cylindre, c'est le flux à travers S1, plus le flux à travers S2, plus le flux à travers la surface latérale. Alors, vous avez fait tout ça en cours. Vous avez trouvé que le flux, qu'il n'y a pas de flux à travers la surface latérale parce que tous les vecteurs ds sont perpendiculaires au champ et que donc les seuls flux qui vont compter, c'est le flux à travers la base S1 et le flux à travers la base S2. Et vous avez trouvé que ça faisait 2 fois E S1. D'accord? Puisque S1 est égal à S2. Alors, le calcul de la charge enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss, eh bien, c'est ce petit disque-là. D'accord? Il n'y a que cette partie du plan qui est enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss. Oui, oui, je vous écoute, Hirash. Qu'est-ce que vous voulez que je répète? Le flux? D'accord. Bon, alors, le flux, vous êtes d'accord que, étant donné que mon cylindre a 3 parties, une base S1, une base S2 et une surface latérale, d'accord? C'est bon? Eh bien, je vais avoir 3 flux à calculer. Donc, j'écris que le flux à travers S1, c'est le produit scalaire E S1. Alors, pourquoi j'ai pas mis somme des E des S? C'est parce que j'ai pris un cylindre qui a une très très petite base, ce qui fait que le, le champ ne changera pas trop sur, en tout point quand vous passez d'un point de la surface S1 à un autre point, eh bien le champ il va garder à peu près la même valeur. D'accord? Si vous prenez un cylindre suffisamment avec une base suffisamment petite. Donc j'écris que phi1 c'est le flux à travers S1, donc le produit scalaire ES1,
comme les deux vecteurs sont parallèles, et bien, ça sera module de E par S1. C'est bon? Alors, puisque S1 est petite, le champ est quasiment constant au point de S1, c'est le champ au point M. Alors, le flux phi2, ben, je fais le même calcul et je trouve pareil, module de E par S1. Alors, pour le flux phi3, eh bien, j'écris que c'est, alors, pour la surface latérale, voilà je vais vous représenter l'un des petits carrés. Quand vous faites un calcul de flux pour une surface qui n'est pas plane, vous devez découper la surface en petits carrés et chaque petit carré va être représenté par son vecteur surface qui aura la direction de la perpendiculaire au petit carré. D'accord? Alors, voici ma surface latérale. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je vais foncer un petit peu mon carré. Voilà donc la surface latérale de mon cylindre. Donc j'ai une base, une deuxième base. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Voilà ma surface latérale de mon cylindre qui est ma surface de Gauss. Donc pour pouvoir calculer le flux, comme c'est une surface qui n'est pas plane, je découpe la surface en petits carrés. Je vais considérer ici juste l'un de ces carrés. Mais il faut faire le travail pour tous les carrés qu'on va pouvoir définir. Hein. Alors, si je regarde ce petit carré, son vecteur ds, il doit lui être perpendiculaire. Si le carré est suffisamment petit, je peux le considérer comme un petit plan. Et un plan est toujours représenté par un vecteur surface qui est perpendiculaire au plan. Donc, voici mon vecteur ds, d'accord? Voilà. Donc, quelle que soit la position de mon petit carré, eh bien, vous voyez bien que le vecteur ds, il a la direction d'un rayon de ce cylindre. Or, le champ, ben, pour des raisons de symétrie, on a trouvé que le champ était vertical, c'est-à-dire parallèle à l'axe du cylindre. Ça veut dire que, quel que soit le petit carré ds que vous allez prendre, son vecteur ds va être perpendiculaire au champ électrique. Ce qui fait que, si vous regardez chacun des flux élémentaires, je vais avoir le flux à travers la surface S3 que j'appelle phi3, c'est le flux à travers S3, donc c'est la somme sur S3 de tous les flux élémentaires E ds3. D'accord? Et comme chaque ds est perpendiculaire au champ E, eh bien, je vais pouvoir dire que le flux est égal à 0. Le flux est égal à 0 à travers chaque petit carré, et quand vous faites la somme de un grand nombre de termes qui sont tous nuls, eh bien, vous trouvez un flux, une somme qui est nulle, donc le flux total est nul. C'est bon? Alors, c'était Yasmine Hilash qui posait la question. C'est bon? Vous avez compris? Est-ce que c'est plus clair là? D'accord. Alors, j'ai donc, ok. Donc, mon flux total, c'est phi1 qui vaut E multiplié par S1, de rien. Mon flux phi2 qui est aussi égal, qui est égal à E par S2, mais comme S1 égale S2, donc ça sera E S1. Mon flux phi3 qui est égal à 0, et donc mon flux total qui sera 2 fois le flux phi1. D'accord? Donc 2 fois le module de E par S1. C'est bon? Alors, le calcul de la charge enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss, eh bien, il y a que cette partie, la partie rose,
d'accord, que j'ai représenté ici, et qui est enfermé à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc, il n'y a que ça que je peux compter comme charge intérieure à la surface de Gauss. Comme la surface de ce disque, eh bien, c'est la surface S1, eh bien, je dis que la charge intérieure, c'est sigma S1. Alors, dernière étape, j'écris le théorème de Gauss, donc phi égale Q intérieur sur epsilon 0. Pour le flux, j'ai trouvé 2 fois ES1, d'accord? Et pour la charge intérieure, j'ai trouvé sigma S1, d'accord? Donc, je remplace phi par cette expression. Je remplace la charge intérieure par cette expression. C'est bon? Et j'en déduis, alors j'ai le S1 qui apparaît des deux côtés, et je vais avoir le module de E qui sera égal à sigma sur 2 epsilon 0. D'accord? Donc le champ E, on a vu qu'au-dessus du plan, il était vers le haut, et en dessous du plan, il était vers le bas. Donc je vais dire que c'est plus ou moins sigma sur 2 epsilon 0 K, et si je veux écrire ça sous forme vectorielle. Voilà. Alors on revient à notre exercice. Voilà. Donc, on va pouvoir aller plus vite. Hein. Direction des champs. Alors, ici, j'ai deux champs à trouver. Hein. J'ai le champ qui est produit par le plan de densité de charge de sigma et le champ, pardon, qui est donné par le plan de densité de charge sigma. Alors, déjà, les directions, eh bien, le champ E1 est attractif, le champ E2 est attractif aussi par rapport au plan de densité de charge sigma. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi que ce plan ayant une charge 2 fois plus grande que celui-là, eh bien le champ E2 va être 2 fois plus petit que le champ E1. D'accord? Bon. Alors, le flux, donc le flux du champ E1 à travers ma surface de Gauss qui est mon cylindre, d'accord? C'est, alors, pourquoi le signe moins? Pourquoi est-ce que j'ai un signe moins qui apparaît ici? Alors, quelqu'un a la réponse? Regardez bien. Le flux phi1, c'est quoi? Le flux phi1, c'est le produit scalaire des deux vecteurs E1 et S. Regardez bien comment sont disposés les vecteurs E1 et S. Alors, je vous rappelle que pour une surface fermée, les vecteurs ds ou S sont toujours orientés vers l'extérieur. Donc, si vous regardez la base de votre cylindre, eh bien, la base du haut, si je reprends mon cylindre, cette base-là, eh bien, le S, il sera vers le haut. Et si je regarde la base du bas, le S, il sera vers le bas. D'accord? Donc, dans les deux cas, que ce soit la base S1 ou la base S2, le vecteur S, il est vers l'extérieur de la surface de Gauss. C'est bon? Alors, conclusion. Je cherche phi1 qui est égal au produit scalaire E1S. Vous voyez bien que les deux vecteurs sont de sens opposé. Ça veut dire que le produit scalaire, ça sera module de E1 par module de S par le cosinus de pi, c'est-à-dire moins 1. D'accord? Donc, j'ai un flux qui est négatif. Alors, je vais avoir la même chose pour le flux de E2 à travers la surface de Gauss. Eh bien, ça sera encore une fois un flux négatif parce que le vecteur E2 et le vecteur S sont de sens opposé, que ce soit sur la base S1 ou sur la base S2.
D'accord? Donc on a, donc on applique ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cours, c'est-à-dire que les seuls flux qui vont compter, c'est le flux à travers les deux bases, S1 et S2, et le flux à travers la surface latérale du cylindre est égal à 0 parce que E est perpendiculaire à ds, quel que soit le ds que vous allez prendre sur la surface latérale. Donc, en conclusion, le flux phi1, c'est moins 2 fois E1S, et le flux phi2, c'est moins 2 fois E2S. Alors, on est en train de faire les choses en parallèle et après, on additionnera les deux champs. Hein. Une fois qu'on sera arrivé au résultat pour E1 et pour E2, on additionne les deux pour avoir le champ total. Alors, le calcul des charges intérieures à la surface de Gauss, ben, c'est comme tout à l'heure. Eh bien, il n'y a que le petit disque de surface S qui sera enfermé à l'intérieur du cylindre, qui est la surface de Gauss. Donc, je vais avoir sigma égale à S multiplié par la densité de charge qui est 2 sigma. Donc, Q1, c'est 2 sigma S. Et comme l'autre plan, il a pour densité de charge sigma, eh bien Q2, ça sera sigma multiplié par S, c'est-à-dire la densité de charge, donc la quantité de charge par unité de surface, multipliée par la surface qui est concernée. Voilà. Donc, on en arrive à la dernière étape. On écrit que le flux du champ E1 à travers cette surface de Gauss en pointillé, on a trouvé que c'était moins 2 fois E1S égale à la charge enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss sur epsilon 0. On a trouvé que la charge enfermée, c'est celle que j'ai représentée en rouge ici, c'est 2 sigma S. D'accord? Donc, le flux Φ1 égale à Q1 sur epsilon 0. J'ai le 2 et le S qui se retrouvent des deux côtés. Donc, ça me donne module de E1 égale à moins sigma sur epsilon 0. Est-ce que c'est normal que j'ai un signe moins? Alors qu'il s'agit d'un module. Le module de E1, je trouve que c'est moins sigma sur epsilon 0. Est-ce que c'est normal ou pas? Madame, parce que sigma, elle est négative. Exactement. Oui. Très bien. C'est normal. Alors, on fait la même chose on applique le théorème de Gauss au deuxième plan. Donc, on écrit que phi2 est égal à Q2 sur epsilon 0. Le flux phi2, eh ben, on a trouvé que c'était moins 2 fois module de E2S. D'accord? Et la charge Q2, ben, c'est celle qui est enfermée dans cette surface de Gauss, c'est-à-dire sigma S. Donc, le champ E2, le module du champ E2, ça sera moins sigma sur 2 epsilon 0. Alors, le champ total maintenant, voilà, j'ai représenté les trois régions. Alors, région A, B et C. Alors, pour le plan de densité de charge de sigma, la région A, elle est au-dessus et les régions B et C, elles sont en dessous. Donc, il va se passer la même chose dans les régions B et C pour ce plan-là. Pour le deuxième plan, eh bien, les régions A et B sont au-dessus. Donc, il va se passer la même chose. Et la région C est en dessous. C'est bon? Donc, on a bien un champ. Oui. Alors, on a un champ attractif, d'accord, vers ce plan. Et un champ attractif vers celui-là. Donc, j'ai toujours le champ qui est orienté vers le plan. Oui. Oui, je vous écoute, Yasmine.
Ah, vous n'entendez rien. D'accord. Euh, ah, ah. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est bon? D'accord, j'ai augmenté le volume. Vous m'entendez plus depuis quand? Vous voulez que je remonte, que je retourne en arrière? Oui ou non? Vous voulez que je remonte où? Vous m'en- oui, mais dites-moi où je dois remonter. Au calcul des champs. D'accord, ok. Donc, calcul des champs, c'était champ total. D'accord. Alors, je remonte un petit peu plus haut. Alors, calcul des champs, donc j'applique le théorème de Gauss à chacun des plans comme s'il était tout seul. D'accord. Donc, j'écris théorème de Gauss, le flux est égal à la charge intérieure sur epsilon 0 et je remplace le flux par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire moins 2 fois 1 S, et la charge par la charge intérieure, c'était Q1, donc 2 sigma S, d'accord? Et on trouve module de E1 égale à moins sigma sur epsilon 0 et module de E2, d'accord, égale à moins sigma sur 2 epsilon 0. Alors, maintenant, le champ total. Alors, le champ total, pour le plan du haut, la région A, elle est au-dessus et les régions B et C sont en dessous. D'accord? Donc, on va avoir exactement la même situation du point de vue du champ. Hein. On va avoir la même situation dans les régions B et C. D'accord? Maintenant, pour le plan du bas, la région A et la région B, elles sont au-dessus du plan. Donc, je vais avoir le même champ ici et là. Et la région C est en dessous du plan. D'accord? Donc, vous voyez bien que le champ, il est attractif. C'est bon? Voilà. Donc, maintenant, je fais la somme des deux. Dans la région A, eh bien, les deux champs sont dans le même sens. Je vais avoir un vecteur E. Alors, je vais faire la somme des deux champs. EA égale E1 plus E2. Oui, mais c'est le cas tout le temps. D'accord? Quelle que soit la région, je vais avoir le champ total qui sera égal à E1 plus E2. Je parle en vecteur, hein? D'accord? Donc, ah bon, vous parlez peut-être du module. Si c'est du module, je suis d'accord. Le module de E, ça sera le module de E1 plus le module de E2. Oui, d'accord. Alors maintenant, région B, j'ai le champ E1 vers le haut, le champ E2 vers le bas. Donc, le vecteur somme, eh bien, ça sera un vecteur qui aura pour module la différence des modules. C'est bon? EB, E1 moins E2. Oui, toujours en module, hein? On est d'accord. Alors, région C, d'accord. Région C, eh ben, les deux sont dans le même sens. Donc, le vecteur somme aura pour module la somme des modules. Alors, on va résumer ça. Voilà. Alors, pour pouvoir écrire ce qu'on vous demande, c'est un vecteur champ, d'accord? Donc, on va se servir, comme c'est un champ qui est vertical, on va se servir du vecteur unitaire K.
d'accord, qui va être vertical, orienté vers le haut. C'est bon? Alors, on a trouvé que le champ dans la région A, on a trouvé un champ qui était orienté vers le bas et qui avait pour module la somme des modules de E1 et E2. Alors, j'écris donc que le champ total dans la région A, c'est moins le module de E multiplié par K, puisque c'est un vecteur qui est orienté vers le bas. C'est bon? Donc, il a une mesure algébrique négative. Alors, en se rappelant que le module de E, c'est le module de E1 plus le module de E2. Donc, je fais la somme. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé sigma sur epsilon 0, moins sigma sur epsilon 0 et moins sigma sur 2 epsilon 0. Ce qui me fait, quand je fais la somme des deux, ça me donne, je remonte, hein, si vous avez... Question, vous pouvez désactiver votre micro, j'entends le bébé qui est chez vous. Voilà, alors on a trouvé donc le champ E dans la région A qui est orienté vers le bas. Or, mon vecteur K étant orienté vers le haut, le vecteur E, il est de sens opposé à K, donc j'écris que c'est moins le module de E multiplié par le vecteur K. Voilà. Alors, on se rappelle que E en module, c'est le module de E1 plus le module de E2, et qu'on avait trouvé moins sigma sur epsilon 0 pour E1 et moins sigma sur 2 epsilon 0 pour E2. Ça me fait donc un module qui vaut moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. C'est bon? Alors, comme E, c'était moins le module de E par K, eh ben, je vais mettre un signe plus ici. D'accord? Donc, E est égal à 3 sigma sur 2 epsilon 0 K. Et comme sigma est négatif, eh ben, je vois bien que E, il est de sens opposé à K, donc il est bien vers le bas. Ça va? Tout le monde est d'accord? Oh, c'est pas grave. Alors, ensuite, région B. Région B, on a trouvé un champ qui était vers le haut. Je reviens, que tout le monde se rappelle ce qu'on a trouvé dans la région B. Voilà ce qu'on a trouvé dans la région B. On a trouvé un champ qui est vers le haut et qui a pour module la différence des modules. D'accord? Voilà. Donc, E, il est vers le haut. Donc, je mets un plus ici. Plus module de E par K. Le module de E, on a dit que c'était la différence des modules. Et comme module de E1, c'était moins sigma sur epsilon 0. Module de E2, moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc, ça donne comme résultat moins sigma sur 2 epsilon 0. Ça va? Donc, le vecteur E, c'est plus le module de E. Donc, j'ai mon moins sigma sur 2 epsilon 0 multiplié par le vecteur K. C'est bon? Sigma étant négatif, ça me donne bien un champ E qui est dans le sens du vecteur K. Alors, région C. Voilà. Région C. On se rappelle ce qu'on avait trouvé. On a trouvé un vecteur champ total orienté vers le haut et il a pour module la somme des modules des champs. D'accord? Alors, on va écrire ça avec le vecteur K. Donc, il est vers le haut, donc c'est plus module de E
par le vecteur K. Le module de E, on a trouvé que c'était la somme des modules de E1 et E2. Donc, ça donnait moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. D'accord? D'où E égale à moins 3 sigma sur 2 epsilon 0 K. D'accord? Donc, même module que dans la région A, mais de sens opposé. Dans la région A, c'était vers le bas, alors que dans la région C, ça va être vers le haut, puisque tout ce terme-là va être positif. Est-ce que ça va jusque-là? D'accord. Alors, on passe à l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle, vous avez vu la définition en cours, c'est moins le produit scalaire des deux vecteurs P et E. C'est-à-dire que c'est moins le module de P par le module de E par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Alors attention, l'angle qu'il y a entre P et E, c'est pas l'angle θ. Hein. L'angle θ, vous revoyez votre énoncé. L'angle θ, c'est l'angle qu'il y a entre la direction alors, l'angle θ, c'est l'angle qu'il y a entre la direction de l'horizontale et la direction du vecteur P. D'accord? Donc, l'angle qu'il y a entre P et E, bah regardez bien, ça va dépendre de la région. Hein. Ça va dépendre de l'orientation du vecteur E. Alors, région A, j'ai l'énergie potentielle qui est égale à moins produit scalaire PE, donc module moins module de P, module de E, cosinus alpha. Alors, cet angle alpha, regardez bien, l'angle qu'il y a entre P et E, cet angle alpha, c'est l'angle θ plus pi sur 2. D'accord? Et comme le cosinus de θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ, eh bien, ça me donne l'énergie potentielle. Donc, je remplace mon cosinus θ plus pi sur 2 par moins sinus θ. Ce signe moins disparaît et je vais avoir l'énergie potentielle égale à module de P, module de E, sinus θ. C'est bon? Alors, je remplace le module de E par ce que j'avais trouvé dans la question précédente. Module de E dans la région A, c'était moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. C'est bon? Donc, l'énergie potentielle du dipôle dans la région A, c'est moins 3P, moins 3 sigma sur 2 epsilon 0, d'accord? Multiplié par module de P, multiplié par sinus θ. C'est bon? Vous avez suivi? On a juste remplacé le module de E dans cette expression. On a remplacé le module de E par le résultat qu'on a trouvé dans notre calcul du champ dans la région A. D'accord? Alors, je passe à la région B. J'écris encore une fois la définition d'énergie potentielle. Donc, c'est moins le produit scalaire PE, donc moins le module de P par le module de E par cosinus alpha. Alors, cette fois, regardez bien, alpha, c'est cet angle-là. Et cet angle, c'est quoi? Bien, c'est par rapport à l'angle θ qui est l'angle, regardez, entre la direction horizontale et le vecteur P. Donc, θ, ce serait ici. Eh bien, alpha, ça sera pi sur 2 moins θ. D'accord? Donc, j'écris que l'énergie potentielle, c'est moins P, moins module de P, par module de E, par le cosinus de pi sur 2 moins θ,
Or, le cosinus de pi sur 2 moins θ, eh bien, c'est sinus θ. D'accord? Donc, eh ben, je reprends mon expression d'énergie potentielle. Donc, c'est moins module de P, module de E, cosinus de pi sur 2 moins θ. Donc, ça revient à moins module de P, module de E, sinus θ. D'accord? J'ai juste remplacé le cosinus pi sur 2 moins θ par sinus θ. Et j'obtiens une énergie potentielle à... j'imagine que vous n'êtes pas la seule à ne pas entendre. Je vais régler. Ok, d'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Vous m'entendez ou pas? C'est bon, d'accord. D'accord. Bon, j'ai augmenté le volume encore une fois, hein. Alors, on en était donc à l'énergie potentielle. Alors, il y a une erreur ici, hein, c'est région C. D'accord? Alors, on en était à la région B, on a trouvé que c'était sigma, le module de P sur 2 epsilon 0 sinus θ. Donc, maintenant, on passe à la région C. Vous corrigerez ça. Je vais noter. Ok. Alors, on réécrit donc notre énergie potentielle. Donc, moins le produit scalaire PE. Donc, moins le module de P par le module de E par le cosinus alpha. Alors ici, l'angle alpha, ben, il est le même que dans la région B, c'est-à-dire que c'est pi sur 2 moins θ. D'accord? Et sachant que le cosinus de pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ, eh bien l'énergie potentielle, ça sera moins module de P, module de E, sinus θ. Alors, je remplace E par l'expression qu'on a trouvée pour le champ dans la région C. On a trouvé que c'était, alors le module de E, c'était moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. Eh bien, je remplace le signe moins, il y avait déjà un signe moins, il y a le signe moins du module de E, donc ça donne un signe plus ici, 3 sigma, module de P sur 2 epsilon 0, sinus θ. C'est bon? Alors, maintenant, les positions d'équilibre dans chaque région. Alors, on vous demande de... Je vais revoir l'énoncé. Alors, la question petit b, ça dit quoi? Ça dit en déduire pour chaque région les positions d'équilibre stable et instable. D'accord? Ça veut dire qu'on doit déduire nos positions d'équilibre stable et instable du calcul qu'on vient de faire pour l'énergie potentielle dans chacune des régions. Alors, la position d'équilibre stable, eh ben on sait, vous avez vu ça en cours, on sait que c'est quand le vecteur P est parallèle à E, et celle-ci correspond au minimum de l'énergie potentielle. Quand vous avez fait le calcul de l'énergie potentielle, vous avez vu que ça dépendait de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs P et E, et que cette énergie potentielle, eh bien, elle était minimale pour la position d'équilibre stable, c'est-à-dire quand P et E ont même direction et même sens, et qu'elle était maximale pour la position d'équilibre instable, c'est-à-dire quand les deux vecteurs P et E sont de sens opposé. Alors, on va reprendre nos expressions des énergies potentielles qu'on a trouvées dans chaque région, et on va regarder
à quel moment est-ce que on obtient pour chaque expression un maximum ou un minimum. Alors, on regarde région A. On a trouvé que l'énergie potentielle, c'était ça. D'accord? Moins 3 sigma module de P sur 2 epsilon 0 sinus θ. Alors, quand est-ce que c'est minimal? C'est minimal, alors il faut déjà regarder le signe de cette expression qui est devant le sinus. Vous êtes d'accord que le minimum et le maximum, ça va correspondre à des valeurs particulières de la fonction sinus θ. D'accord? Donc, il faut que je sache déjà ce qu'il y a devant le sinus θ. Est-ce que c'est positif ou négatif? Alors, c'est comment? Eh bien, sigma étant négatif, cette quantité qu'il y a devant le sinus est une quantité positive. D'accord? Oui, exactement. Donc, ça veut dire que l'énergie potentielle sera minimale quand sinus θ est minimal. D'accord? Puisque cette quantité est positive, donc EP va varier dans le même sens que le sinus θ. C'est-à-dire que EP sera minimal quand sinus θ sera minimal et vice versa. Donc ici, on cherche une énergie potentielle minimale, et bien ça sera quand le sinus θ est minimal. Le minimum que peut prendre le sinus θ, c'est moins 1, donc ça donne un angle de moins pi sur 2. Alors, on va regarder, on va remonter et voir si un angle de moins pi sur 2, ça donne bien un vecteur P dans le même sens, parallèle à E et dans le même sens que E. Alors, mon angle θ, c'est l'angle que fait P avec la direction horizontale. Eh bien, si je descends de moins pi sur 2, je vais avoir le vecteur P qui va être dans le même sens, dans la même direction que le vecteur E. Donc, c'est bien la position d'équilibre stable. Ça va? Alors, l'autre position, eh bien, ce sera quand l'énergie potentielle sera maximale. Ça va correspondre au maximum pour sinus θ, c'est-à-dire sinus θ égale plus 1, et ça va correspondre à θ égale à plus pi sur 2. Alors, θ égale plus pi sur 2, ça veut dire que le vecteur P, il va être vertical et vers le haut. Donc, vous voyez bien qu'il est, il est dans la direction de E, mais dans le sens opposé à E. Ça veut dire qu'il est dans la position d'équilibre instable. C'est bon? Alors, région B, on regarde bien. On a tout ce terme-là qui est devant le sinus. D'accord? Ce terme-là est négatif parce que sigma est négatif. D'accord? Donc, l'énergie potentielle sera minimale quand le sinus sera maximal et vice versa. Donc, l'énergie potentielle minimale, elle va correspondre à sinus θ égale plus 1. Donc, θ égale plus pi sur 2. C'est bon? On remonte voir. Eh ben oui, quand θ est égal à plus pi sur 2, eh bien, ça veut dire que P a la même direction et le même sens que E. C'est bien la position d'équilibre stable. Alors, l'autre position, EP max, c'est la position d'équilibre instable, correspond alors au minimum, alors puisque cette quantité est négative, donc EP sera maximal quand sinus θ est minimal, donc quand il vaut moins 1, et que θ est égal à moins pi sur 2. C'est bon? Alors, région C, on a trouvé cette expression pour l'énergie potentielle. Il faut regarder le signe de ce terme-là. Alors, c'est négatif parce que sigma est négatif. Donc, l'énergie potentielle sera minimale quand sinus θ est maximal.
est maximal quand sinus θ est minimal. Donc, EP min correspond à sinus θ égale plus 1, c'est-à-dire θ égale à plus pi sur 2. Ben, on regarde, oui. Quand θ est égal à plus pi sur 2, bien P a même direction et même sens que E, donc je suis bien dans la position d'équilibre stable. Et l'autre position, la position d'équilibre instable, va correspondre à l'énergie potentielle maximale. Et ce sera pour θ égale à moins pi sur 2. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? C'est bon? D'accord. Ok, merci. Alors, je vais